Le débrief, comme chaque soir dans le 19h, puis on parle surtout du championnat du monde de ski alpin qui se déroule du côté de l'Autriche, et on parlera également de biathlon. Cette fois-ci, on ira du côté de la Suisse. Et puis justement, on a quelqu'un pour nous en parler, pour tout nous débriefer, nous éclairer également sur ces compétitions. On va rejoindre Marc Garcia du côté de Barcelonnette. Bonsoir Marc, est-ce qu'il nous entend, notre cher Marc? Oui, Johan, je vous reçois 5 sur 5. Et vous? Ah, très bien, très bien. Alors Marc, comme chaque soir dans le 19h, depuis Barcelonnette, vous êtes en ce moment, on parle de débriefing des championnats du monde de ski alpin qui se déroule du côté de l'Autriche, avec encore une nouvelle journée aujourd'hui de compétition qui se déroule jusqu'à dimanche. Exactement, aujourd'hui, donc c'était le géant homme, une épreuve qu'on attendait, notamment avec le grand favori, Marc Odermatt. Une très très belle épreuve de géant, une piste très excitante, avec des conditions de neige relativement bonnes, je dirais, pour l'ensemble des coureurs. Donc une belle journée, encore une fois, avec quand même 2 Suisses sur le podium. Dessus sur le podium. Alors justement, on va parler d'eux parce que voilà, on peut déjà voir sur cette image donc le tout premier. Alors voilà, on va voir un peu plus gros. Voilà, ça y est, avec Raphaël Hasser qui arrive donc premier. C'est un Autrichien. Les Suisses sont juste derrière. Oui, alors Raphaël Hasser qui il y a peu de jours en arrière, il fait médaille d'argent quand même au super géant. Faut pas oublier qu'il y a au dernier championnat du monde à Courchevel, où j'étais présent. Il fait quand même médaille de bronze au super combiné, le jour où Alexis Patureau a été champion du monde. Donc Raphaël Hasser, pour nous, c'est pas quelqu'un de méconnu. Mais en tout cas, aujourd'hui, en Autriche, chez lui, il faisait pas partie des favoris puisqu'il partait avec le dossard 22. En général, les 7 meilleurs mondiaux, c'est de 1 à 7. Ensuite, vous êtes tiré de 8 à 15 tiré au sort. Et ensuite, vous êtes dans l'autre classement, le classement mondial. Parti avec le dossard 22 à la première manche. En tout cas, c'est bien. C'est bien parce que j'ai appelé mes amis autrichiens pour leur dire félicitations les gars. C'est toujours bien qu'il y ait des médailles d'or dans les pays organisateurs. Et on sait en plus que l'Autriche, c'est quand même le pays du ski par excellence. C'est l'économie principale de l'Autriche, c'est le ski. C'est l'économie montagnarde. Donc, bravo à Raphaël Hasser. Je pense que même lui, quand on voyait les images, il était très surpris d'avoir battu Odermatt qui finit 4e, d'avoir battu Tumblr, d'avoir battu comment il s'appelle, l'autre Suisse Loïc Meyer. Donc là, félicitations à Raphaël. C'est tout, on va dire, c'est tout bénéf pour les Autrichiens. Et encore une fois, il y avait, je crois, 30 000 personnes. Il y avait, comme on dit, il y avait le feu au lac. En tout cas, félicitations à l'Autriche. Il méritait une médaille d'or et c'est indispensable pour le ski mondial aussi. Et puis on disait justement dès le début, c'est également les Suisses, 2e et 3e avec Thomas Tumblr et puis également Loïc Meillard. Ouais, là les rouges. Ça rigole pas, les voisins. Ça rigole pas chez eux. Effectivement, cette année, ils font un championnat du monde totalement exceptionnel. On avait à un moment donné imaginé 1, 2, 3, encore une fois avec Odermatt. On va carrément dire que c'est le grand favori qui passe au travers de cette course aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, encore une fois, ils sont de nouveau sur le podium. Que dire sur le résultat d'équipe des Suisses? Voilà, que dire, voilà. 2e et 3e, bravo à eux quand même, à nos voisins. Ils sont pas trop loin de nous, depuis les Alpes. On va souligner également aussi quand même nos Français. Voilà, je voulais absolument les mettre en avant, notamment Thibaut Favreau qui a terminé 6e. Oui, Thibaut qui termine 6e. Alors, je crois qu'on a une petite interview de la Fédération française de ski, puis après, j'attaque, en fait, tout simplement un résumé sur sa journée à lui aussi. Bon, on va l'écouter, je crois. Une belle interview qu'on a eu grâce à la Fédération française de ski TV, qu'on remercie beaucoup pour justement qui nous laisse libre de droit de diffuser ces interviews. On tâche quand même à souligner tout cela. On regarde justement cette interview réalisée aujourd'hui de Thibaut Favreau. Thibaut, aujourd'hui sur le géant des championnats du monde à Svalbard, une 6e place qui fait du bien. Bon, c'est pas une médaille, mais en tout cas, on a vu du beau ski. Ouais, il y a beaucoup de positifs aujourd'hui, certes sur des grands événements comme ça. On regarde que la médaille, voilà, mais
au-delà de ça, aujourd'hui, il y a une super dynamique. Et c'est ce qui permet de produire du ski, d'avoir du jeu. Et il y a quand même une satisfaction au bout de cette course qui permet de construire. Et donc, c'est quand même positif. Et voilà, je suis quand même content de ce que j'ai fait. Je me suis donné à fond aujourd'hui et je retiendrai ça. Voilà, pour des médailles, c'est pas passé cette année. Il y a encore des courses dans ma carrière, des Jeux Olympiques l'année prochaine, des championnats du monde encore. Mais aujourd'hui, j'ai pris une bonne direction et c'est ce qu'il faudra retenir. Et bon, il y a une grosse densité là en géant avec des cadors qui skient fort devant, pardon. Et qu'est-ce qui t'a manqué, tu penses, pour aller chercher ces 3/10, pour aller chercher cette médaille? Concrètement, c'est les manches à 100%. On va dire qu'il y a des secteurs où je suis capable de skier dans les tout meilleurs, voire le meilleur. Je l'ai montré cette année sur des secteurs. Voilà. Maintenant, il faut apporter encore un peu plus de consistance là-dedans, arriver à avoir moins d'écart sur des secteurs qui sont plombés, ou des fois je fais des secteurs 20e, alors que le secteur d'avant, je suis 2e, voire 1er. Un peu de la consistance, voilà, c'est ça qui permettra d'aller chercher les tout meilleurs. Voilà, après aujourd'hui, c'est une course. J'ai su m'adapter. Je pense qu'il y a des améliorations aussi à trouver au niveau de mon matériel. Pour me rapprocher aussi des meilleurs. Et puis voilà, continuer surtout cette bonne dynamique et produire du ski et profiter. Et c'est ça qui permettra d'aller chercher mieux encore. Et on t'a vu danser en bas, dans l'air d'arrivée, quand t'as allumé du verre. C'est quoi cette petite danse qui devient un petit rituel? C'est venu d'un garçon qui faisait du ski, qui était en équipe de France en Coupe d'Europe avec moi, qui s'appelle Greg Galeotti, qui faisait la danse du brochet. Et un jour, je suis à l'arrivée, et puis je savais pas trop, je comprenais pas, j'étais content, mais pas trop. Et j'hésitais, du coup, c'est parti en micro-danse, et puis ça ressemblait à la danse du brochet. Puis ça fait rire pas mal de monde, et puis moi, ça apporte un peu de joie et du sourire, et du coup, j'ai continué à le faire, et puis y a tout le monde qui m'en parle, alors je me dis, au moins les gens, ils aiment ça, et ils trouvent ça drôle, alors je fais une petite danse quand je suis content à l'arrivée, et puis voilà, c'est une façon de symboliser, pas une course réussie, mais de la joie dans ce que je fais, et c'est cool. Merci Thibaut. Merci, au revoir. Voilà, Thibaut Favreau, qui a répondu justement à la Fédération française de ski TV. Marc, de retour du côté de Barcelonnette. Oui, alors la danse du brochet. Ouais. Non, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Voilà. Oui, on apprend plein de choses. C'est bien, oui, Thibaut fait son analyse personnelle. Moi, ce que j'arrive à retenir, c'est qu'il est effectivement à 35 centièmes, ce qui n'est pas beaucoup, du podium. On peut voir, sur le tableau. Il n'a pas manqué grand-chose. Je crois qu'il l'a dit. On en a déjà parlé. Il a expliqué que peut-être il aurait pu choisir d'autres codes de ski, peut-être d'autres duretés de chaussures de ski par rapport aux conditions, parce que tout ça, c'était l'adaptation qu'il avait très tôt le matin par rapport à ce qu'ils avaient vécu les jours d'avant en entraînement. Donc ça, encore une fois, c'est des choix de pneus en Formule 1, c'est des choix de suspension, des choses comme ça. Et au niveau du ski, c'est exactement la même chose avec les skis, les plaques. En tout cas, c'est intéressant qu'il analyse de cette façon-là, parce que j'avais jamais entendu Thibaut parler de matériel. En tout cas, là, c'est concret, c'est positif. Vraiment, ça nous remet un petit peu du baume au cœur au niveau des Français, parce que pour l'instant, c'était quand même pas terrible. En tout cas, là, Thibaut rentre parmi les meilleurs. Une très belle 6e place, faut quand même l'avouer. Donc maintenant, il va continuer à travailler comme tout le monde. Voilà, il n'y a rien à rajouter sur Thibaut, tout simplement. Puis Léo Angno, également, on peut voir apparaître, qui a terminé 15e, voilà. Ouais, alors 15e, Léo, on l'a pas eu dans mon interview. Je crois qu'il était quand même relativement déçu. En tout cas, il a tenté, il a essayé. C'était un gens, encore une fois, sur une piste qui n'avaient pas l'habitude de faire. Ils l'ont juste fait l'année dernière, avant les championnats du monde, parce que c'est une obligation de faire les finales de Coupe du Monde l'année d'avant les championnats du monde. Donc c'est pas une classique, globalement. En tout cas, ils sont là, nos deux géants pistes. Léo est encore une fois dans les 15 meilleurs, c'est plutôt très positif.
voilà, il faut retirer simplement des choses cohérentes, je pense. Continuer à travailler, ils savent ce qu'il leur reste à faire, ils vont continuer. Ben, c'est compliqué hein, quand on ne gagne pas une course de se remettre au niveau. Mais ça fait partie du jeu. Il faut apprendre à perdre avant de gagner. Voilà, c'est ça. Tout à fait, belle phrase, Marc. Alors, des questions. Vous êtes prêts, Marc? Attention. On en a quelques-unes. Alors, il y en a certaines qui datent d'hier, puis on en aura peut-être une ou deux en direct dans un instant. Pour l'instant, on va commencer par un petit peu celle d'hier et puis durant la journée. Marc Gassia, que vous voyez cette brillantissime équipe suisse et le niveau atteint, ne regrettez-vous pas d'avoir 30 ans de moins pour prendre le départ pour vous confronter au plus haut niveau actuel? Ah, ça c'est une bonne question. C'est très gentil. Quand on dit 30 ans, je pense qu'il faut peut-être remonter un peu plus. En passant, maintenant, les trentenaires, les quarantenaires sont encore au départ des compétitions aujourd'hui. Moi, j'en ai 63. Oui, pourquoi pas. Mais enfin, bon, chacun, j'ai fait mon temps. Quelque part, j'ai eu ma chance. J'ai été beaucoup blessé pendant mes carrières en Coupe du Monde. C'est le lot aussi. C'est comme ça. On n'a pas nécessairement subi les bonnes années du ski français après l'évasion de ces grands champions en 73 aussi. Mais en tout cas, je crois que c'est pas la peine de revenir en arrière. Moi, je suis très content. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai eu la chance d'être parmi les meilleurs mondiaux et d'avoir toujours cette passion et d'avoir pratiqué ma passion et travaillé avec ma passion. Donc, c'est l'essentiel aujourd'hui. C'est ce que j'en retire. Et je suis content de vivre de ma passion. Oui. C'est essentiel. Ouais, vous transmettez justement tout ce que vous avez fait à la génération actuelle. Ça, c'est vraiment très bien. J'essaye. Voilà. J'essaye. Simplement, j'essaye. Alors, deuxième question. Les performances françaises semblent être bien en dessous des performances de nos voisins suisses et italiens également. Or, nous avons des athlètes de qualité. Auriez-vous un début d'explication à la situation, s'il vous plaît? Alors, bien sûr, entre parenthèses, s'il vous plaît, excluez la malchance. Ah, attends, voilà, c'est des questions assez dures quand même. Oui, effectivement. Donc là, j'ai écouté tout à l'heure, il y a Fabien Saguet, le président de la Fédération française de ski, qui évidemment attend la fin de ces championnats du monde pour tirer un bilan un peu plus complet. Il faut avouer jusqu'à maintenant que c'est pas terrible. Hein. On espérait nettement mieux. Alors on a évidemment nos grands cadors qui sont sur la touche, hein, Pinturo, Cyprien Sarrazin, Blaise, et j'en passe, c'est les meilleurs. En tout cas, chez les garçons. On a pu noter en vitesse chez les filles, c'est passé aussi au travers. Donc, il y a un travail à réaliser. Faire une analyse comme ça, du but en blanc, je crois que c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que pour pouvoir dire qu'est-ce qui fait, le pourquoi du comment, c'est que ça demande un peu plus de réflexion et d'analyse. C'est-à-dire qu'il faut remettre en place toute la structure, la politique sportive. Qu'est-ce qu'on a pu faire comme erreur? Parce qu'en fait, il y a eu des erreurs de fait. Comment on s'appuie là-dessus pour progresser, pour évoluer, pour changer? Dans l'objectif aujourd'hui qui nous est amené par Edgar Piron, on en parlera plus tard, c'est quand même 2030, donc il faut se mettre au boulot. Les 5 ans, c'est très court. Ça va très vite. Donc il y a un certain nombre de facteurs. Moi, je peux pas vous parler que d'une chose. Je vous parle du système de formation, par exemple, notre système de formation d'entraîneur. Il a besoin d'être densifié. Pendant un certain nombre d'années, c'était des équivalences qu'on avait au travers d'un moniteur de ski qui était entraîneur de club. C'est toute une structure politique au niveau des stations de sport d'hiver. Alors les domaines skiables de France, on fait partie des plus grands domaines au monde. C'est quand même une grande économie. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses à mettre à plat. Ce n'est pas qu'un petit détail. Encore une fois, on subit un phénomène de vague. Les Suisses ont mis un programme depuis très longtemps avec des budgets énormes. Et puis surtout, dans les clubs, ça coûte de l'argent maintenant au niveau des parents. C'est 10-15 000 euros par an pour les parents, ce qui n'est pas toujours très facile en fonction des salaires et du travail que réalisent ces parents-là. Ensuite, on est un peu vixé les champions du monde des 10, 12, 14 ans. Or que l'idée, c'est de former des jeunes pour qu'ils soient performants en Coupe du Monde. Donc, c'est un peu l'escalade de la vitesse, ou en tout cas d'avoir des résultats très jeunes. Et je pense savoir de quoi je parle. Donc, du coup, il y a beaucoup de facteurs à mettre en place pour l'avenir et savoir comment on s'oriente au travers des clubs, des comités, au niveau de la Fédération française du ski.
Voilà, une réponse bien complète à cette question. Troisième question. Question... Oui, c'est un petit peu celle d'hier, hein, qu'on nous a envoyée après l'émission malheureusement. Question de Nina. Monsieur Garcia, comment cette passion du ski vous est-elle venue? À quel moment vous avez su que cette passion allait devenir votre métier? Belle question. J'imagine Nina, ça doit être une petite jeune, certainement. Une fille. Moi, j'arrivais d'Afrique du Nord. Je faisais partie des Pieds Noirs qui arrivaient après la guerre d'Algérie avec mon papa. On est arrivé à Lyon. J'ai commencé le ski à Champs-Rousse. J'étais évidemment le pied noir, le bico, le boum, pour être clair. Hein. C'était pas facile pour moi de m'intégrer dans le monde de la montagne. Mais ce qui a fait la différence, c'est que je pense que j'ai une certaine coordination au niveau des sports. Et à l'époque, dans les années 60, 65, 70, le sport national et quasiment le sport mondial, c'était le ski. Et quand tu habites dans les domaines skiables, j'habitais, mon papa avait une droguerie quincaillerie à Champs-Rousse, au pied des pistes. Ben évidemment qu'avec mon frère aîné, quand on rentre de l'école ou quand on a un peu de temps libre, ben la première chose qu'on fait, c'est qu'on est au pied des pistes. Donc on s'amuse, on rigole avec des copains. Et puis surtout, avec le nombre de champions que moi j'avais devant moi, la première chose qui m'a affecté, c'est que j'avais toujours dit à tout le monde, moi je veux être champion du monde. Voilà, et ça a bien marché, hein. On peut dire. Oui. Alors, une autre question, cette fois-ci en rapport, justement par rapport, on en parlait d'Edgar Gros-Piron, justement, Monsieur Gros-Piron est le président du comité d'organisation des JO de 2030. Monsieur Garcia, c'est Patrick Olnion, hein, donc Japon licencié Salomon, m'a dit que dans les années 90, au sommet de votre carrière japonaise, vous avez redoré le blason des bosseurs japonais. Alors, justement, pourriez-vous nous donner plus d'informations sur cette histoire? Une collaboration entre Monsieur Garcia et Edgar Gros-Piron, justement, pour les JO de 2030, est-elle envisageable? Alors là, franchement, là, ce serait génial. Quelle question, Johan. Quelle question. Il y en a même plusieurs, hein. Il y en a même 2-3. Ouais, il y en a même plusieurs dans une. Ouais, alors j'ai essayé de faire court, Johan, si on a un peu de temps, c'est que dans les années 90-94, j'ai basculé après ma carrière de skieur professionnel, de skieur parallèle, j'ai basculé chez les démonstrateurs et j'ai eu la chance de gagner ce fameux titre de champion au Japon, de démonstrateur de ski alpin et des titres de champion du monde, bon, à peu près 8 titres de champion du monde. Et du coup, j'ai été pulvérisé au niveau des médias japonais et en 94, j'avais un contrat avec la société Oyonnax, d'ailleurs au Japon, pour la marque Salomon, et voilà pas sur un événement de boss à Hokkaido, et débarque Edgar avec comment il s'appelle, Fabrice Ouget, les Français, et Bruno Bertrand, qui étaient les 3 bosseurs qui étaient en Coupe du Monde, et Edgar venait d'être champion olympique. Et la particularité à ce moment-là, c'est qu'on m'avait invité pour dire vous êtes le champion des démonstrateurs japonais. L'image des bosseurs au Japon, ce sont un peu des bad boys. Ça paraissait complètement hors du temps. Moi, ça me paraissait aussi complètement c'était particulier de pouvoir parler d'Edgar qui était devenu le premier champion olympique de l'histoire du ski post, qui était devenu une star. Donc, il a fallu que je donne du crédit auprès des médias japonais vis-à-vis d'Edgar et bien d'autres skieurs de boss. C'est ça la petite histoire. Pour cette histoire japonaise en 94. On avait passé un bon moment ensemble avec Edgar, Ono et Fabrice Ouget, toujours dans l'idée de représenter la France au travers de la marque qui était Salomon à l'époque. Et donc, ben oui, Edgar, j'ai essayé d'appeler, alors je pense qu'il est très, très, très occupé. Vous n'êtes pas sans savoir que la Coupe du Monde de boss, qui a eu lieu à la TUS, qui devient une classique, j'ai été l'instigateur du projet lorsque, avec l'équipe WAD, il a fallu mettre en place pour l'équipe de boss des terrains d'entraînement et des terrains de jeu pour pouvoir se préparer le plus sereinement possible. Mon ami Jean-Yves Moret de la TUS est parti à 200% avec son équipe. Donc, il y a eu un stade qui a été créé. Il y a des canons à neige qui sont aussi là-haut pour pouvoir faire cette Coupe du Monde de boss, mais aussi utiliser pour du ski alpin. Et donc, j'avais dit, bah, tiens, on va inviter les bosseurs. Et moi, j'ai toujours été très proche de toutes les disciplines de la Fédération française de ski. Et donc, j'ai appelé Edgar pour lui dire que je le félicitais d'abord et que je restais à cette disposition, effectivement, en 2030. Si, je dirais, mon expérience, parce que je n'ai pas de livre d'or, mon expérience peut amener une pierre à l'édifice pour l'organisation de 2030, oui, ce sera évidemment un grand plaisir. Voilà, rendez-vous dans 5 ans. C'est vite là, hein. C'est vite là, oui. C'est vite là. Alors, là, cette fois-ci, vous allez me dire, c'est qui? Parce que, voilà, on a une photo d'une personne.
Vous allez dire un petit peu bon c'est qui. Qu'est-ce que vous m'avez sorti du chapeau Alors, c'est pas prévu du tout. On a fait ça un petit peu au dernier moment. Alors, dites-nous un petit peu c'est qui cette. On va peut-être mieux la voir justement sur cette haute photo. Voilà, ça y est. Vous êtes trop fort, Yoann. Oui, bah, en fait, on cherche l'après-midi. Hein. C'est une japonaise qui s'appelle Hélène Watanabe, qui a 21 ans, qui participe à ses premiers championnats du monde demain en slalom. Elle aurait pu faire géant, mais elle arrivait du continent Asie. C'est une fille que je suis prêt, que j'entraîne pour être clair, à titre privé, qui est leader des Faris Cup, donc c'est l'équivalent des Coupes d'Europe en Asie. Donc c'est l'objectif principal de cette saison pour elle, puisque je suis entre guillemets son coach privé. Alors j'ai malheureusement pas la chance d'être avec elle à Salvar parce que la fédération japonaise ne m'a pas accordé une accréditation pour être sur le terrain, mais c'est pas grave. On travaille de manière la plus sereine possible et elle sera demain au départ du slalom pour sa première fois. Donc voilà, c'est cool d'avoir pensé à elle. Elle a 21 ans, elle est encore une fois leader là-bas et c'est l'objectif principal. Je lui ai dit, tu sais quoi, si tu es qualifié pour les championnats du monde, bah, ce sera une belle expérience parce que l'objectif pour nous, c'est d'avoir un spot, comme on dit, pour l'année prochaine. Si elle gagne le classement général de ces fameuses Faris Cup, elle aura un spot qui sera accrédité pour toute la saison en Coupe du Monde l'année prochaine, sachant qu'il y aura les Jeux Olympiques à Cortina. Mais pour moi, l'objectif, c'est de faire étape par étape, d'une manière la plus cohérente possible, avec l'expérience. Voilà, c'est un jeu de coucou pour Hélène Watanabe qui demain partira avec le Dossard 46. Voilà, un beau rendez-vous. Vous allez sûrement la regarder à la télé. Pardon? Vous allez sûrement la regarder hein, demain. Ah oui, surtout qu'on a fait un petit briefing tout à l'heure ensemble par téléphone. Voilà. Bah voilà, vous transmettez votre savoir-faire, Marc. C'est vraiment très bien. Continuez, comme on dit. Voilà on a fait le tour d'horizon hein, de cette journée ce vendredi. Alors, les rendez-vous de ce week-end avec la fin de ce championnat du monde. Exactement. Donc demain, c'est l'épreuve féminine de slalom spécial. On retrouve Chyprine, hein, qui n'a pas couru hier le géant, qui fait partie des grandes favorites. Un bon plateau. Il y a nos Françaises qui seront au départ, faut pas les oublier, sauf Clarisse Brech, évidemment, s'est blessée gravement au genou avec sa structure des ligaments. Et après-demain, évidemment, on attend pour clôturer cette épreuve qui devient une épreuve reine, globalement, ce slalom spécial. Alors, l'armada autrichienne sera présente chez elle avec Feller, Schrein, avec Marco Schwarz et je sais plus qui est le quatrième slalomeur autrichien. Il y aura toute l'équipe suisse avec les résultats qu'elle a et nos Français. Alors, pour ne pas les citer, ce sera Clément Noël qu'on attend parce qu'il fait partie des 7 meilleurs mondiaux. On espère du champion olympique d'enfin pouvoir être champion du monde parce que c'est un titre qui lui manque. Il y aura Steven Amier qui fait partie des 15 meilleurs mondiaux. Donc Steven, qui est pas loin du podium depuis le début de saison. Alors, on espère que demain, ça va marcher pour lui. Et les deux autres Français, qui sont Paco Rassin, qui fait une très très belle saison cette année. Et pour terminer, Totor, qui revient de très très loin et qui mérite largement sa place parmi les 30 meilleurs mondiaux de ce slalom spécial qui aura lieu dimanche. Voilà, pour la fin de ce championnat du monde de ski alpin en Autriche. Bah voilà, on a fait le tour d'horizon en ce vendredi. Je pense. Un dernier mot? Oui, dites-moi. Oui, dites-moi. Oui, bah oui, allez, on est en direct. Profitez-en. On a un peu de temps, Johan? Un petit peu, ouais, vite fait. Alors, on parlait d'Hélène, pour vous parler de ce qu'on s'est parlé au téléphone, puisque maintenant c'est un peu l'idée de ce qui se dit. J'ai dit maintenant, Hélène, tu vas être demain, c'est une chance incroyable. Profite de cette journée demain. Alors reste dans ton protocole. On a mis des protocoles de préparation, hein, surtout au niveau neurosciences, au niveau de préparation mentale. Je dis surtout reste focalisé sur ta reconnaissance. Le plus important, c'est d'avoir une ligne de course importante, une ligne. C'est-à-dire qu'une fois que la ligne est bonne, c'est facile de pouvoir travailler sur le ski extérieur, techniquement, c'est facile pour elle. Souvent, quand il y a des changements de rythme avec des touches, des tricks, des bananes, des mouvements de terrain, elle a tendance un petit peu à s'asseoir. Alors, je lui dis, Hélène, reste très, très loin en bassin. Surtout, en cas de panique, tu te recentres sur toi-même, tu ventiles, tu restes concentré. Moi, je crois en toi. Tu as le potentiel d'être un 30 meilleur mondial, en tout cas après la première manche. Il faut tenter ta chance à 100%. En tout cas, profite. C'est absolument magique d'être là-bas.
Et moi, je serai derrière toi. Si tu as besoin, tu m'appelles. Voilà. Voilà, message transmis. Le petit briefing qui avait été fait il y a peu de temps au téléphone. Voilà, message transmis. Marc Garcia depuis Barcelonnette. Voilà, bah merci beaucoup Marc pour nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine. On reviendra dès lundi. On fera quand même donc un bilan hein, du week-end donc de ces championnats donc du côté de l'Autriche. Hein. Johan, est-ce qu'on a la chance de faire quelque chose tous les deux? Est-ce que vous êtes pris samedi, demain ou dimanche pour faire on va essayer léger commentaire? Ouais, on va essayer de faire ça dimanche. Voilà, hein, on vous donne pas tellement de rendez-vous. Voilà, vous verrez ça en différé. Voilà, on essaiera de faire un petit bilan dimanche. Hein, si, voilà. Voilà, donc on n'a rien oublié. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié quelque chose, Johan? Non, j'ai tout. Si. Ah, c'est quoi? Ah. Et on a oublié la Marseillaise aujourd'hui. Ah bah oui. La Marseillaise, c'est vrai. Avec Justine Breza, ouais. qui est championne du monde. Fabuleux aujourd'hui, c'était la Lenzerheide en biathlon. 6, je crois que c'est 12 en mono. Et puis 7, ça doit être Julia Simon. En tout cas, une belle médaille d'or pour elle, alors qu'elle était un peu dans le trou. Ah bah voilà, là pareil, hein, la biathlète française, bah voilà. Les sœurs Savoyard, bah voilà. Devant moi en plus, Savoyard, donc avec cet article de les sœurs Savoyard, bravo à elle. Bravo à elle, aux Français, puisque du coup, hier, il y avait déjà, hier, il y avait déjà Cocorico sur le relais. Et là, aujourd'hui, pour les filles, ça commence fort avec une médaille d'or. Donc, en tout cas, félicitations. On est toujours content d'écouter cette Marseillaise, d'être quoi être fier. Ça nous fait du bien, voilà, surtout. Allons-y. Bah, merci beaucoup Marc de nous avoir accompagnés cette semaine et puis on essaiera de se retrouver durant ce week-end en différé, mais on reviendra dès lundi en direct quand même. On fera quand même un bilan dès lundi, Marc. Voilà. Et sincèrement, Johan, c'est vous le chef. Hein. Oh, oui, non mais c'est vous aussi qui organisez tout. Hein. Et oui, hein, c'est ça. Même à distance, on y arrive. Voilà. Bah, merci beaucoup Marc. Bon week-end de ski et puis on essaiera de se retrouver dimanche pour faire un petit bilan. Et puis dès lundi aussi, hein, dans le 19h pour faire un bilan complet de ces 2 semaines. De ces championnats, hein. On était tous les soirs avec vous et on vous remercie beaucoup de donner du temps hein, pour nous faire un peu ces analyses. Voilà. Merci, bon week-end. Merci Johan, merci à tous. Bonne soirée. Voilà, merci Marc et à lundi et puis même durant ce week-end on essaiera de le retrouver hein, depuis pour faire ces débriefs. Voilà pour le débrief en cette journée de ce vendredi 14 février à retrouver en replay bien entendu dès demain sur l'ensemble des plateformes.